Dans une salle d'audience tendue, où chaque murmure semble résonner avec le poids de la justice, Marcus Johnson, un homme noir d'une trentaine d'années, se tient debout devant le banc des accusés. Les chaînes autour de ses poignets et de ses chevilles cliquettent doucement à chaque mouvement, rappelant à tous la gravité de la situation. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension palpable. De l'autre côté de la pièce, des familles et des membres de la communauté noire regardent, anxieux, sachant que le sort de Marcus dépasse largement son cas individuel. Marcus est accusé d'un crime odieux, le meurtre d'une femme blanche influente. Pourtant, dès le début, les preuves contre lui sont minces, fragmentées, presque inexistantes. Aucun témoin crédible ne l'a vu sur les lieux du crime, et les preuves matérielles sont dérisoires, une empreinte partielle, un objet trouvé à proximité du corps, mais aucune preuve irréfutable le liant directement à la scène. Son avocat, Sarah Leroy, une jeune femme brillante et combative, a démonté méthodiquement l'ensemble des arguments de l'accusation, mettant en évidence les failles flagrantes de l'enquête. Mais tout au long du procès, un autre combat se déroule. Le juge Williams, un homme blanc, vieillissant, arborant une expression constamment sévère, fait preuve d'un mépris à peine voilé envers Marcus et son équipe de défense. Ce n'est pas la première fois que Williams préside un procès où l'accusé est un homme noir. Son nom est murmuré avec crainte dans les couloirs de la justice, un juge sévère, implacable, qui a la réputation d'infliger des peines maximales aux minorités. Certains le considèrent comme un pilier de la justice, d'autres comme un homme dont les décisions sont teintées de racisme, alimentées par une idéologie vieille et dangereuse. Dès le premier jour du procès, Williams n'a jamais caché son opinion. Il se montre condescendant, interrompant Sarah lorsqu'elle tente de plaider, écartant des objections valides avec des gestes désinvoltes, et autorisant l'accusation à présenter des éléments douteux. Marcus, bien que conscient de son innocence, ressent l'étau se resserrer autour de lui. Chaque décision semble orchestrée pour le condamner. Le procureur, un homme ambitieux et rusé, n'a pas de cas solide, mais il sait que dans cette cour, sous l'œil bienveillant du juge Williams, la logique et la raison peuvent céder le pas à la peur et aux préjugés. Il présente des témoins à la moralité douteuse, des témoignages changeants et parfois contradictoires, mais peu importe. Aux yeux du juge Williams, Marcus est déjà coupable, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Malgré les doutes soulevés par la défense, Williams montre clairement qu'il est déterminé à faire de ce procès un exemple. La communauté noire, bruyamment présente dans la galerie, est là pour soutenir Marcus, mais elle est aussi l'objet de regards hostiles. À chaque interruption, à chaque murmure, le juge rappelle l'ordre avec une sévérité disproportionnée. La peur grandit, et si ce procès, comme tant d'autres avant lui, n'était qu'une mascarade ? Un spectacle orchestré pour perpétuer un système de justice inégale, où la couleur de la peau est une condamnation en elle-même. Alors que les jours du procès défilent, il devient évident que Williams cherche à orienter le jury vers une conclusion inévitable. Il utilise son pouvoir discrétionnaire pour minimiser les erreurs de l'accusation tout en rabaissant les efforts de la défense. Marcus, qui a toujours maintenu son innocence, regarde avec résignation les membres du jury, comprenant qu'ils sont eux aussi sous l'influence des préjugés du juge. Ses mains tremblent légèrement sur la barre des témoins, mais il garde la tête haute. Chaque regard méprisant du juge, chaque remarque désobligeante, est un coup, non seulement contre lui, mais contre tous ceux qui se battent pour un traitement équitable. Puis vient le jour fatidique du verdict. La salle d'audience est remplie à craquer. Des visages tendus, anxieux, sont rivés sur le juge Williams, un homme qui semble à cet instant incarner une figure implacable de la loi. Le murmure des spectateurs est presque imperceptible, mais l'attente est insoutenable. Marcus Johnson, assis à la table de la défense, reste droit, bien que ses mains soient serrées en un poing crispé sous la table. À ses côtés, Sarah Leroy, son avocate, fixe le juge avec une intensité qui cache à peine sa colère. Elle sait, tout comme Marcus, que l'issue de ce procès a été décidée bien avant que les faits ne soient examinés. Le juge Williams se lève enfin, dans un mouvement solennel et calculé. Sa robe noire flotte légèrement derrière lui alors qu'il ajuste ses lunettes avant de jeter un regard froid sur l'assemblée. Le silence dans la salle devient presque oppressant. Williams sait qu'il détient entre ses mains le sort d'un homme, mais cela ne semble pas peser lourd dans son esprit. Il observe le dossier devant lui, mais ses yeux ne le parcourent qu'avec détachement.
Pour lui, Marcus n'est qu'un autre accusé, une simple formalité judiciaire. Il a présidé tant de procès similaires, avec le même schéma prévisible, un homme noir accusé d'un crime odieux, des preuves minces mais suffisantes pour servir ses préjugés, et un verdict qui ne fait que renforcer l'ordre social qu'il a si longtemps défendu. Lorsqu'il ouvre la bouche, ses paroles sont glaciales, dénuées de toute émotion. Il ne parle pas de justice ou de rédemption. Il ne fait aucune mention des doutes soulevés tout au long du procès, des failles béantes dans les preuves, ni même des témoignages contradictoires. Sa voix résonne dans la salle, impassible et mécanique, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Les mots qui sortent de sa bouche sont lourds de conséquences, mais pour lui, ils ne sont qu'une routine, un simple exercice de son autorité. Le tribunal, après avoir examiné les éléments de l'affaire, juge l'accusé, Marcus Johnson, coupable du meurtre prémédité de Madame Helen Whittaker. En conséquence, et en vertu des lois de cet État, je prononce la peine de mort. Il n'y a aucune pause dramatique, aucune emphase. C'est dit avec la froideur d'un homme qui signe un papier administratif, comme s'il s'agissait d'une décision insignifiante. La vie de Marcus, la douleur de sa famille, le combat acharné de la défense, tout cela ne semble avoir aucune importance aux yeux du juge. Williams refuse même de croiser le regard de Marcus, comme si regarder dans les yeux de l'homme qu'il vient de condamner rendrait la sentence trop humaine, trop réelle. Ses doigts tapotent légèrement le banc, trahissant une impatience à terminer cette affaire, pour passer à autre chose, à un autre cas, à une autre condamnation. Le souffle coupé, un murmure de choc traverse la salle. Du côté de la défense, Sarah Leroy semble figée un instant. L'indifférence du juge la frappe comme une gifle, la confirmation d'un système brisé, aveugle à la justice. Mais à côté d'elle, Marcus, bien que visiblement abattu, ne baisse pas la tête. Il regarde droit devant lui, les yeux remplis d'une dignité farouche. À cet instant, son calme est presque surnaturel. Il n'est pas surpris par ce verdict, car il sait que son sort a été scellé dès le moment où il a mis un pied dans cette salle d'audience. Pour le juge Williams, il n'a jamais été un homme innocent jusqu'à preuve du contraire, il a été un homme noir présumé coupable, dès le début. Des larmes silencieuses coulent sur les visages de sa famille, présente dans la salle. Sa mère, assise au premier rang, serre un mouchoir froissé dans ses mains tremblantes, retenant à grand-peine un sanglot. Son frère, impuissant, se mord les lèvres pour étouffer sa colère. Le public, divisé entre ceux qui espéraient un miracle et ceux qui s'attendaient à cette issue, observe dans un mélange de stupeur et de résignation. De nombreux membres de la communauté noire dans la salle se regardent avec des visages fermés, sachant que ce procès n'est qu'un exemple de plus du racisme institutionnalisé qui gangrène le système judiciaire. Le juge Williams, lui, reste imperturbable. Il ajuste à nouveau ses lunettes, signe un document avec une plume d'une lenteur exagérée, puis se lève sans dire un mot de plus. Il se détourne de la salle d'audience comme s'il venait de clore une affaire banale, indifférent au regard d'indignation qui le suivent. Ce n'est qu'une affaire parmi tant d'autres pour lui. Il quitte son siège avec une froideur glaçante, s'éloignant du destin de Marcus comme on se détournerait d'une feuille de papier jetée à la poubelle. Pour lui, cet homme noir, Marcus Johnson, est déjà un numéro parmi tant d'autres sur la liste des condamnés à mort. Sa peau, sa pauvreté, et les préjugés ancrés dans l'esprit du juge l'ont déjà condamné bien avant que le procès ne commence. L'injustice est flagrante, mais aux yeux du juge Williams, elle est justifiée. Il croit avoir accompli son devoir. Cependant, le juge Williams ignore que l'affaire est loin d'être terminée. Dans son esprit, la condamnation de Marcus Johnson est une conclusion inévitable, une simple formalité dans un système qu'il maîtrise depuis des décennies. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Sarah Leroy, l'avocate tenace de Marcus, a prévu une riposte qui va bouleverser le cours de l'histoire. Pour elle, la sentence de mort est une injustice insupportable, et elle n'a jamais eu l'intention de se résigner à ce verdict biaisé. Depuis le début du procès, Sarah avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait remarqué la froideur du juge, son mépris à peine voilé pour son client, et surtout, cette volonté presque obsessionnelle de condamner Marcus, malgré l'absence de preuves solides. Mais au lieu de se décourager, elle avait travaillé en silence, accumulant des informations en parallèle du procès. La veille du verdict, elle avait reçu une révélation qui pourrait tout changer.
Ce qu'elle a découvert pourrait non seulement innocenter Marcus, mais aussi détruire la carrière et la réputation du juge Williams. Dans l'ombre, elle a rassemblé des preuves qu'il n'aurait jamais imaginées. Il s'avère que le juge Williams avait des liens étroits avec l'une des figures clés de l'accusation, un témoin principal dont le témoignage avait joué un rôle crucial dans l'inculpation de Marcus. Sarah, aidée par une équipe de détectives privés et des journalistes d'investigation, avait mis au jour une relation secrète entre Williams et ce témoin, remontant à plusieurs années. Pire encore, des preuves accablantes montrent que le juge avait directement influencé certains aspects de l'enquête, orientant les conclusions des enquêteurs pour faire de Marcus un coupable idéal. Ces informations sont explosives, mais Sarah sait qu'elle doit les utiliser de manière stratégique. Plutôt que de les dévoiler immédiatement, elle prépare un coup d'éclat. Quelques jours après le verdict, lors d'une conférence de presse surprise, elle annonce officiellement qu'elle va faire appel de la décision. Devant un parterre de journalistes, elle dévoile partiellement ses découvertes, suffisamment pour choquer l'opinion publique et soulever de sérieux doutes sur l'intégrité du juge Williams. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Dans les jours qui suivent, l'affaire prend une tournure inattendue. Les médias, avides de scandales, commencent à fouiller le passé de Williams. Ils découvrent que ce n'est pas la première fois que ses décisions sont entachées de soupçons de partialité, notamment dans des affaires impliquant des accusés noirs. Des histoires émergent, révélant un schéma de décision injuste, toujours orienté contre les minorités, et toujours en faveur d'une certaine élite privilégiée. Sarah Leroy, quant à elle, ne se contente pas d'alimenter la pression médiatique. Elle travaille d'arrache-pied avec son équipe légale pour préparer une demande de révision de procès. Avec les nouvelles preuves en main, elle est certaine de pouvoir non seulement prouver l'innocence de Marcus, mais aussi faire tomber Williams de son piédestal. Elle sait qu'elle est sur le point de changer la vie de son client, mais aussi d'ébranler le système corrompu qui l'a condamné. La communauté, galvanisée par ces révélations, commence à se mobiliser en masse. Des manifestations s'organisent devant le palais de justice. Des figures publiques, activistes et personnalités influentes, prennent la parole pour dénoncer non seulement l'injustice subie par Marcus, mais aussi le racisme systémique incarné par des figures comme le juge Williams. La tension monte. Des appels à la réforme judiciaire se multiplient, et le nom de Marcus Johnson devient un symbole de lutte contre les abus du système. De son côté, Williams commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds. L'assurance froide qu'il affichait commence à s'effriter. Des pressions internes au sein de la magistrature commencent à peser sur lui. Des juges influents, autrefois ses alliés, commencent à prendre leur distance, inquiets d'être éclaboussés par le scandale qui grandit. Ses collègues lui recommandent de se retirer temporairement, mais Williams, rongé par l'orgueil et aveuglé par son sentiment de toute-puissance, refuse. Il est convaincu que Sarah Leroy n'est qu'une jeune avocate ambitieuse qui finira par s'effondrer sous la pression. Mais Sarah est plus déterminée que jamais. Elle dépose une plainte officielle contre le juge Williams pour corruption et abus de pouvoir. Le tribunal d'appel accepte d'examiner les nouvelles preuves et ordonne une enquête approfondie. Le juge, autrefois intouchable, est désormais sur la sellette. Les jours passent, et chaque nouvelle révélation fait chuter davantage sa crédibilité. Le jour tant attendu de la nouvelle audience, la tension dans la salle est palpable. Chaque siège est occupé, et ceux qui n'ont pas pu entrer se pressent contre les portes, impatients de connaître le dénouement de cette affaire qui a captivé l'opinion publique. Les caméras des journalistes capturent chaque mouvement, chaque murmure, comme si l'histoire se jouait non seulement dans la salle d'audience, mais aussi devant les yeux du monde entier. Cette fois, le centre de l'attention n'est pas Marcus Johnson, mais bien le juge Williams, un homme autrefois tout-puissant, désormais convoqué pour s'expliquer sur les graves accusations qui pèsent contre lui. Assis à la place de l'accusé, son visage est plus rigide que jamais. L'arrogance qui l'a toujours caractérisé semble s'être muée en une froide détermination, mais une lueur d'inquiétude plane dans son regard. C'est une scène que personne n'aurait pu imaginer quelques semaines plus tôt, lorsque Williams régnait en maître absolu sur le tribunal, convaincu que son pouvoir était intouchable. Sarah Leroy, l'avocate de Marcus, entre en scène avec la même ténacité qui l'a menée jusqu'ici. Elle est calme, méthodique, mais son regard est fixé sur l'objectif qu'elle a en vue depuis le début, démanteler l'édifice de corruption et de préjugés qu'incarne Williams.
Lorsqu'il est appelé à s'exprimer, le juge tente de minimiser les faits, prétextant que ses actions étaient purement procédurales et qu'il n'a jamais eu l'intention de fausser le cours de la justice. Ses mots sont froids, dénués de toute compassion, et il évite soigneusement de croiser les regards de ceux qui l'observent avec une attention glaciale. Mais cette fois, les rôles sont inversés. Williams, qui jadis dominait le tribunal avec condescendance, se retrouve acculé par les preuves accablantes que Sarah a méthodiquement rassemblées. Avec une précision chirurgicale, elle détruit ses lignes de défense une à une, exposant les liens compromettants entre Williams et le témoin clé qui avait scellé la condamnation de Marcus. Les preuves de collusion sont irréfutables, des échanges de courriels, des conversations interceptées, et même des transactions financières suspectes entre Williams et certains membres influents de la communauté qui voulaient voir Marcus tomber. Chaque nouveau coup porté par Sarah fait perdre un peu plus de contenance au juge. Sa façade de maîtrise se fissure progressivement, laissant place à des signes d'agitation et de frustration. Le public, les activistes présents dans la salle, les journalistes, tous retiennent leur souffle à chaque révélation. Marcus, assis non loin, observe en silence, ses mains légèrement tremblantes. Pour la première fois depuis des mois, il peut voir la lumière au bout du tunnel. Ce jour, il n'est plus l'accusé sans défense, mais un homme qui regarde la justice reprendre ses droits. Le point culminant survient lorsque Sarah révèle une pièce maîtresse, un enregistrement secret d'une conversation entre Williams et le procureur de l'affaire, dans lequel le juge admet implicitement qu'il n'a jamais cru à la culpabilité de Marcus, mais qu'il a fait ce qui devait être fait pour protéger certains intérêts politiques et financiers. L'enregistrement fait l'effet d'une bombe dans la salle. Un silence lourd envahit l'espace avant que des murmures d'indignation ne se propagent comme une vague. Face à cette révélation accablante, Williams perd définitivement son sang-froid. Il tente de se justifier, balbutiant des excuses incohérentes, mais c'est trop tard. Sa carrière est en ruine, et il le sait. La sentence qu'il croyait avoir prononcée avec autorité se retourne contre lui avec une force dévastatrice. Finalement, après des heures d'audience et de débat, la Cour prononce un verdict historique, la condamnation de Marcus Johnson est annulée. Il est officiellement innocenté de toutes les charges. Le soulagement qui traverse la salle est palpable. Marcus se lève lentement, presque incrédule, avant d'être submergé par les étreintes de sa famille et de ses proches. Sa mère, qui n'avait jamais perdu espoir, pleure de joie en tenant fermement son fils dans ses bras. Les larmes, mêlées de rires nerveux, témoignent de la profondeur de cette victoire. Pour Sarah Leroy, cette victoire est douce amère. Elle sait qu'elle vient de remporter une bataille cruciale, mais aussi que le combat pour la justice ne fait que commencer. Pourtant, en voyant Marcus entouré de ceux qu'il aime, libre après tant de mois de souffrance, elle sait que tout en valait la peine. Ses efforts, sa détermination, sa foi en la vérité ont triomphé du système. Quant à Williams, il quitte la salle d'audience sous les regards méprisants et accusateurs de la foule. Son règne de terreur judiciaire est terminé, et une enquête disciplinaire est déjà en cours pour examiner ses nombreux abus de pouvoir. Les fondations de son pouvoir, autrefois si solides, s'effondrent sous le poids des révélations. Il n'est plus qu'une ombre de lui-même, un homme déchu, confronté à ses propres démons. Alors que Marcus Johnson sort de la salle d'audience, libre et acclamé par une foule euphorique, une vague d'émotion le submerge. Pendant un moment, il reste immobile, fixant le ciel bleu, savourant l'air frais comme s'il respirait pour la première fois depuis des années. Autour de lui, des cris de joie et des applaudissements explosent, des poings se lèvent en signe de solidarité. Des inconnus l'embrassent, lui serrent la main, lui tapent dans le dos. Mais malgré tout cet amour, Marcus est profondément ému, presque submergé par la gravité de l'instant. Il se tourne vers Sarah Leroy, qui l'observe à quelques pas, un sourire fatigué mais triomphal aux lèvres. Ils se regardent un long moment sans dire un mot, un échange silencieux mais puissant. Marcus sait qu'il lui doit bien plus que sa liberté, Sarah lui a rendu sa dignité, son espoir, sa foi en la justice. Sans elle, il aurait été une autre victime du système, un homme effacé de l'histoire, brisé sous le poids d'un procès truqué. « Merci », murmure-t-il finalement, sa voix pleine d'émotion. « Je ne pourrai jamais te remercier assez. » Sarah incline légèrement la tête, humble dans sa victoire. « Ce n'était pas qu'une affaire pour moi, Marcus. C'était une bataille que nous devions gagner.
Pour toi, pour tous ceux qui ont été injustement accusés. À cet instant, des journalistes s'approchent, leurs caméras et microphones pointés vers eux. Des questions fusent de toutes parts, mais Marcus lève une main, imposant calmement le silence. Tout le monde se tait, curieux de savoir ce qu'il va dire. Aujourd'hui, je suis libre. Pas parce que le système a fait son travail, mais parce que des gens comme Sarah Leroy ont eu le courage de se battre pour moi. Le courage de dénoncer un système corrompu, de tenir tête à ceux qui abusent de leur pouvoir. Mais cette bataille n'est pas finie. Il y a encore des milliers de Marcus Johnson dans les prisons, des milliers de personnes qui sont condamnées simplement à cause de la couleur de leur peau, à cause de leurs origines. C'est pour eux que je me battrai désormais. Ce n'est pas seulement ma victoire. C'est la leur. Un tonnerre d'applaudissements éclate, les caméras continuent de filmer tandis que Marcus fait un pas en avant, cette fois en homme libre, porteur d'une cause plus grande que lui. Le nom du juge Williams, quant à lui, est effacé des livres d'histoire judiciaire, remplacé par celui de Marcus Johnson, symbole de la victoire contre l'injustice.